qu'on va y aller. Donc on va reprendre, s'il vous plaît, le deuxième panel de cette matinée d'ailleurs qui va tourner autour de la charte de l'investissement, cette nouvelle charte de l'investissement. Quels avantages pour dynamiser le secteur de la logistique avec un point d'interrogation. Donc on va démarrer tout de suite avec, je vais appeler les différents panélistes qui vont prendre part à ce panel et qui vont l'animer. Hichem Ler, qui est président de la commission logistique et foncier à la Confédération générale des entreprises du Maroc. C'est Hichem Ler, si vous permettez de rejoindre à la tribune avec les applaudissements, ça serait gentil. Merci à vous. Monsieur Anes Moutaoukil, qui lui est CEO de la Voie Express Group. Merci à vous, installez-vous là où vous le souhaitez. Espace Schengen, donc c'est tout à fait libre. Je vais également demander à monsieur Amin El Harti de venir me rejoindre, qui est le directeur du pôle offre territoriale au CRI de Tanger, Tétouan, Al-Houssima. Monsieur Diego Lascano, qui est le DG de Calcina Carré Maghreb, qui opère dans le secteur de la logistique et plus précisément d'ailleurs dans le nord du pays à Tanger. Et il y a madame Nihal Azouz, qui est directrice par intérim de la direction investissement et climat des affaires au ministère de l'investissement et la convergence publique, qui va nous rejoindre ultérieurement. Donc peut-être prendre les micros, messieurs, tout le monde est armé de son micro. Il faut être... Oui, vous avez Diego Calzano, Amin Hadsi. S'il vous plaît, les micros. Il y en a... Oui, mais ça serait bien qu'on puisse nous... S'il vous plaît. Il nous faudrait 2 micros. En tout cas, on va démarrer peut-être avec... Si Hichem Ler, parce que vous avez le micro, donc je vais vous donner la parole, comme on dit, sur la nouvelle charte de l'investissement, les avantages, ou quels avantages en tout cas pour dynamiser le secteur de la logistique, la perception que vous avez, vous, en tout cas, de cette nouvelle charte, à même de booster l'investissement, essentiellement d'ailleurs privé, dans le secteur logistique. Merci, Sir Rachid. Donc, vous parlez de la charte d'investissement. Il y a deux volets. Le volet à plus de 50 millions de dirhams pour les investissements à plus de 50 millions de dirhams ou à plus de 150 emplois créés. Et il y a l'autre volet qui est le pacte TPME. Nous avons été ravis au départ d'entendre que le secteur logistique et transport est compris dans ces deux volets-là et le gouvernement a tenu compte de notre secteur. Malheureusement, sur les faits, on est déçu pour la simple raison, et c'est que sur les faits, on est exclu de la charte d'investissement et du pacte Maroc PME sur le secteur du transport et de la logistique. Donc je pense qu'on n'a rien à rajouter, c'est tout. Alors c'est intéressant parce qu'il y a eu, juste avant, d'ailleurs, vous avez été cité à 2-3 reprises par le directeur général de la MDL en disant, voilà, nous, il y a un programme d'appui, il y a Maroc PME également qui est au niveau du pilotage, en tout cas, de ce programme PME logistique, avec des différents dispositifs, avec un financement qui peut aller jusqu'à hauteur de 20 millions de dirhams par an sur 5 ans. Mais en même temps, vous dites, moi, en tant qu'Hichem Ler, président de la commission logistique et foncier, vous regrettez le fait qu'il n'y a pas de dispositif d'accompagnement prévu pour le secteur privé en matière d'investissement. Je pense que vous parlez la première table. Le premier panel ce matin. Le premier panel. On a parlé de Maroc Supply Chain. Alors c'est un programme sur des petits financements d'études. C'est des programmes à 200 000 dirhams. Là, on parle de la charte d'investissement et du pacte TPME. C'est deux choses différentes. Le premier est initié par l'AMDL et c'est un programme d'appui aux petites entreprises et aux PME pour des programmes de mise à niveau. Nous parlons d'investissement. Et sur le programme d'investissement, par le ministère de l'Investissement, le secteur, et je le dis bien, le secteur de la logistique et du transport est exclu. Au niveau de la charte? Sur les deux, oui, sur les deux volets, à plus de 50 millions, et sur le volet pour la TPME, on est exclu.
Pour la simple raison, je vais expliquer, Bien sûr. parce que sur les papiers, on dit le transport logistique est compris pour les investissements. Malheureusement, quand on exclut le matériel roulant, c'est l'outil de production du transporteur. Le chariot élévateur, c'est l'outil de production de l'exploitation logistique. Donc, si on enlève le matériel roulant, donc on est de facto exclu. Peut-être une réaction, Amina El-Harti, sur la nouvelle charte d'investissement, et la charte dédiée à l'investissement, les avantages pour dynamiser le secteur de la logistique. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous? Effectivement, c'est Rachid. Tout d'abord, je tiens à remercier l'équipe de Logismed pour la qualité de l'organisation de cette 13e édition et sa persévérance à faire de cet événement un événement incontournable pour la logistique. Donc, en réponse à votre question aussi, à la requête, je pense que Semilah il a bien compris, il a bien compris. Aujourd'hui, nous avons une charte d'investissement qui englobe en quelque sorte l'ensemble des secteurs d'activité, que ce soit l'industrie, la logistique et le tourisme, ainsi de suite. Mais par rapport donc, au niveau de cette charte, nous avons 4 dispositifs, mais aussi qui nous concernent le plus important sont les dispositifs principaux pour les investissements supérieurs à 50 millions de dirhams et le dispositif des TPME qui concerne les projets inférieurs à 52 millions de dirhams. Et pour les 2 dispositifs, effectivement, la logistique est incluse comme secteur prioritaire à primer, sauf que, comme l'a dit cher ami, le matériel roulant ne rentre pas dans le calcul de CAPEX primable. Il rentre dans le calcul de montant d'investissement éligible pour l'éligibilité, mais pas pour le calcul de CAPEX primable. Je pense qu'il a donné l'exemple de ce qui est matériel technique. Là, ça peut faire objet d'une interprétation selon les membres de la commission, mais ce qui est courant et ce qui est aussi lourd dans le CAPEX, c'est par rapport aux camions de transport qui ne bénéficient pas de cette subvention à l'investissement pour des raisons notamment fixées par les gens qui ont confectionné cette charte. Et d'ailleurs, avec nous, l'exemple de Cassina Carré, qui a signé une convention d'investissement, mais qui concerne, comme je l'ai dit, par rapport à tout ce qui est location de bâtiments, donc tout ce qui est pour les warehouses de logistique, tout ce qui est équipement, tout ce qui est rayonnage, mais ça reste, comme l'a dit, ça représente lourd, effectivement, pour les entreprises, les camions, le matériel roulant. Et je pense, aujourd'hui, les gens qui sont derrière cette charte sont ouverts à écouter les doléances du secteur pour faire comprendre que certains types de matériel roulant doivent nécessairement faire partie du CAPEX parce que, comme on l'a dit, l'objectif derrière la charte, c'est la productivité. Parce que ce sont des outils nécessaires à la productivité du secteur. Est-ce que ça veut dire, Amina Harti, avant de donner la parole à la fois à Diego Lascano et à la fois à Anes Moutaoukil, que ce n'est pas fermé en fait? Ce qui est prévu aujourd'hui en termes de dispositifs pour l'investissement dans le secteur logistique, qui ne prévoit pas ce que nous disait l'air aujourd'hui, tout ce qui est roulant, tout ce qui roule, à la fois les camions ou les chariots élévateurs, mais ça veut pas dire pour autant que ce soit totalement fermé et que demain, c'est-à-dire l'an prochain, c'est des choses qui pourraient être mises en place en fonction de. Effectivement, aujourd'hui, cette nouvelle charte, sa force, c'est qu'il y a la loi, mais il y a des arrêtés, des circulaires qui sont ouverts, qui sont susceptibles d'être actualisés, notamment mais pour les secteurs prioritaires. Nous avons aujourd'hui 7 ou 8 secteurs prioritaires. Ça peut faire l'objet d'un arrêté où dit par rapport à la prime territoriale, il y a certains territoires qui sont aujourd'hui primés, mais demain, selon la nouvelle conjoncture, ça peut être mis à jour par rapport à d'autres variables qui peuvent surgir et être au bénéfice du royaume. Est-ce que ça peut émaner en fonction des territoires, des besoins
des besoins, des attentes et des demandes en termes d'investissement. Est-ce qu'il y aurait une approche territorialisée dans ce sens, avec des remontées de terrain? Effectivement. Et d'ailleurs, on est, en tant que centre d'investissement, on est évalué par rapport au nombre de propositions pour l'amélioration du climat des affaires, pour le renforcement de la compétitivité territoriale au niveau central. Donc c'est parmi les indicateurs qu'on est censé aussi rendre au niveau central par rapport à l'attractivité de la région. Anes Moutaoukil, qui est à ma gauche, vous avez été bénéficiaire, vous, de cette des dispositifs nouvelle charte d'investissement en tant que La Voie Express Group, transporteur et aussi logisticien, parce que vous avez les deux, vous. Bonjour. Ah, il faut juste... Tenez. Bonjour. Non. Bonjour. Bonjour, merci C'est Rachid pour votre question et merci à Logismed pour cette invitation. Oui, nous en tant que La Voie Express Group, opérateur privé dans la logistique, dans le sens large, parce qu'on est un opérateur qui est présent sur tous les verticaux logistiques, y compris l'immobilier logistique, parce qu'on s'est improvisé aussi comme une foncière logistique pour pouvoir développer nos propres plateformes. On était ravis que la charte d'investissement qui a été déployée sur les dernières années puisse inclure le secteur de la logistique comme un secteur stratégique et prioritaire. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, parce que je pense que, et là on est dans un forum logistique, et en tant que logisticien, on est content que déjà qu'on puisse être reconnu comme un secteur à part entière, parce que dans beaucoup des programmes qui ont été imaginés par les autorités dans le passé, ça a toujours été annexé à l'industrie plutôt que vu comme un secteur à part entière. Maintenant, ça rejoint aussi un peu votre question dans le panel d'avant, c'était celui de dire est-ce que on comprend ce que c'est que la logistique et comment fonctionne la logistique. Donc dans la logistique, il y a plusieurs métiers. C'est Hicham expliquait un peu que le transport fait part entière de la chaîne logistique, c'est-à-dire que pour pouvoir faire de la logistique, il faut des entrepôts, il faut qu'ils soient raqués, et ensuite il faut des camions pour les transporter. Donc d'un côté, on est ravi que la charte puisse inclure tout ce qui est immobilier logistique, qui est important d'ailleurs, l'immobilier logistique, parce qu'il représente à peu près 70% du coût logistique dans un entrepôt, c'est-à-dire le foncier plus la construction. Donc c'est cette partie-là qui est éligible à la subvention. Maintenant, le transport, on a tous été surpris qu'au départ, c'est-à-dire le transport devait être éligible et aussi primable, et qu'il ne l'est plus. Alors que le transport est une composante essentielle, parce qu'on ne peut pas exercer de logistique sans le transport, et que le transport, je pense qu'en face de nous, on a quelques tracteurs, et c'est des coûts qui sont énormes, hein. On parle de 1 million de dirhams pour chaque tracteur, et donc pour la partie tractée, de peut-être la même chose. Donc on est en train de parler d'un véhicule qui peut coûter 2 millions de dirhams. Et dans la perspective de moderniser, de rendre cette économie compétitive, il est important que ça puisse faire partie de la charte d'investissement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ravi de savoir que la porte est peut-être toujours ouverte et que ça va être traité, mais aujourd'hui, on sait qu'il y a un blocage sur ce point qui est pénalisant. Donc oui, pour rendre à César ce qui est à César, il y a une partie qui a été faite qui concerne le logistique ou l'immobilier logistique qui est en train d'être déroulée. Je pense qu'elle est intéressante parce qu'elle a, même si aujourd'hui la prime, c'est une prime qui peut aller jusqu'à 30% théoriquement, dans la réalité, elle est entre 5 et 10 au meilleur des cas, et que les process sont lancés et que les constructions sont là. Là, on peut parler de points d'amélioration comme la vitesse, la célérité d'exécution et la vitesse de subvention. On est dans un métier... On est dans un pays déjà où il y a une dynamique économique qui est amorcée, où il faut faire vite. Un entrepôt, c'est quelque chose qui doit aboutir en 12 mois. Donc, si on prend en considération les autorisations de construction et ensuite on doit prendre en considération tout le process de remboursement, c'est quelque chose qui peut ralentir le projet parce que le projet doit passer par plusieurs étapes. Donc, on peut penser à améliorer la célérité sur l'immobilier logistique. Mais sur le transport, aujourd'hui, on est à zéro. Donc, oui, je m'aligne à Hicham sur le fait que c'est un sujet qui doit être traité en priorité et qui doit être, encore une fois, je reviens à la partie, j'ai l'impression, hein, je n'ai aucune prétention, j'ai beaucoup de respect pour tout le travail qui a été fait et reconnaissant pour ce qui a été fait par la charte d'investissement, mais on a l'impression que ça a été plus ou moins calqué sur l'industrie dans le sens où l'industrie, c'est un cycle qui est relativement long, qui doit créer des emplois important. La logistique est sur une logique complètement différente.
on peut avoir quasiment les mêmes CAPEX pour une création d'emplois qui soit inférieure à l'industrie. Donc, dans la charte, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas pris nécessairement la spécificité de la logistique. Donc voilà. Oui, mais avant de donner la parole à Diego Lascano, je voudrais simplement, si vous permettez, Anes Moutaoukil, vous qui avez un retour d'expérience, parce que vous êtes passé par là, vous avez passé par ce circuit Ouais. et par les différentes étapes, vous dites, mais je pense que peut-être que malheureusement, ça a été modélisé sur la base de la banque de projets qui a été initiée il y a quelques années, bien avant d'ailleurs le ministre existant, et que ce n'était pas forcément la bonne approche. La banque de projets mise en place par le ministère de l'Industrie, c'était essentiellement pour favoriser l'investissement dans la substitution et de pouvoir développer la production locale marocaine de produits industriels. Me semble-t-il, c'était du temps de Mohamed Moulay Hafid Al-Alami d'ailleurs. Est-ce qu'au niveau de la nouvelle charte d'investissement, la contrepartie, est-ce que c'est aussi, on est à peu près sur les mêmes indicateurs ou pas? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la charte d'investissement est venue après le fonds de développement d'investissement qui a été effectivement amorcé sur le plan d'accélération industrielle par Moulay Hafid Al-Alami. Et c'est quelque chose qui était bien parce que ça a été confectionné pour l'industrie. Donc ça marche pour l'industrie, surtout les critères d'éligibilité qui sont la création d'emplois, qui sont le CAPEX d'investissement et qui sont effectivement la promotion de l'industrie locale. Ce qu'il faut dire que la logistique est d'abord, elle est au service de l'industrie. Donc à chaque fois qu'on pense à un projet industriel, il faut se dire que derrière, il y a une logistique. Alors qu'elle soit internalisée ou externalisée, c'est un autre sujet et on peut en débattre. Mais la logistique est toujours là au service de l'industrie, mais il y a de la logistique aussi de commerce ou de la logistique de la distribution qui est importante, qui n'est pas nécessairement liée à l'industrie et qui doit se développer parce qu'on est dans un pays où il y a beaucoup de choses qui se modernisent et la distribution, qu'elle soit en périphérie des villes ou dans le centre des villes, doit s'améliorer du point de vue qualité d'infrastructure, du point de vue fluidité des flux. Et ça devait être pris en considération un peu plus dans l'exécution de ce programme-là, ce qui n'est pas le cas parce qu'on est resté sur une réflexion stratégique industrielle et même sur un plan d'exécution qui est on va dire, plus adapté à l'industrie qu'à la logistique. Or, la logistique, encore une fois, elle a ses propres spécificités. Elle peut être liée à l'industrie ou pas, elle peut être liée à la distribution. Elle inclut une composante qui est le transport, donc on ne peut pas dire qu'on supporte un secteur comme la logistique, mais qu'on exclut le transport, qui est une composante importante dans le coût, dans l'investissement, dans les flux. Donc, encore une fois, pour rendre à César ce qui est César, c'est bien ce qui a été fait. Maintenant, on a encore beaucoup de choses à améliorer sur la célérité, sur les critères d'éligibilité, sur le fait que le transport, ou en tout cas le parc roulant, ne soit pas inclus dans cette charte. Merci à vous. Diego Lascano, qui a comme particularité avec Anes Moutaoukil, c'est d'avoir un retour d'expérience aussi, parce que vous avez, sollicité, vous avez bénéficié de la nouvelle charte d'investissement par rapport à un investissement effectivement fait sur de l'immobilier, d'ailleurs, je crois, logistique, du côté de Tanger. C'est bien ça? Tanger. Donc bonjour à tous, merci Rachid, merci à Logismed pour l'invitation. Effectivement, moi je représente la société Calcina Carré. Nous sommes une société spécialisée dans les transports routiers internationaux des marchandises et la logistique en Europe et au Maghreb. Ici au Maroc, nous avons donc deux filiales, une dédiée au transport routier, une autre dédiée à la logistique. Ça fait plus de 25 ans qu'on est au Maroc. Et très récemment, effectivement, on a fait un investissement. On a créé une nouvelle entité en Sonfranche, à Tanger Automotive City, TAC 2, et qui a été créée en 2022, qui a acquis un terrain, un foncier de 30 000 m² à TAC 2, et qui, par la suite, voilà, il a présenté son dossier d'investissement avec l'accompagnement du CRI, avec l'accompagnement de l'AMDI, qui a été validé, et qui par la suite a fait l'objet d'une convention d'investissement avec sur un montant d'investissement important qui est réduit par rapport au montant d'investissement primable et dont le pourcentage des subventions représente à peu près 16% de l'investissement primable. D'accord ? Donc le vécu, parce que c'est ce qui m'a... Voilà, normalement je viens pour ça, pour donner un peu mon expérience, est positif dans le sens qu'on a cette charte d'investissement qui prime l'investissement, d'accord, qui donne accès aux industriels, tant locaux qu'étrangers, comme dans notre cas,
à une subvention qui peut être assez raisonnable sur un volet d'investissement important, d'accord? Et effectivement, ça attire l'investissement. D'ailleurs, on a eu une expérience positive sur ce premier investissement et on compte sur un deuxième investissement qu'on a fait aussi à TAC 2 dans la zone libre. Et bon, compter sur l'appui du CRI, sur l'appui de l'AMDI pour accéder à une nouvelle subvention, signer une convention d'investissement dans laquelle, cette fois-ci, on pourrait bénéficier non seulement de la prime à l'investissement, mais aussi de l'exonération de la TVA, parce qu'on est en territoire assujetti, et aussi au droit d'importation. Et cela dit, effectivement, comme il a été dit ici, bon, il y a l'expérience en sa globalité, elle est positive, d'accord, sur un investissement de 155 millions de dirhams, et on a, bon, l'investissement qui a été primable, il est beaucoup plus réduit à 115 millions de dirhams, et sur cette base, il est passé de 7%. 105, si vous permettez juste, il est passé de 155 millions de dirhams à 115 millions de dirhams. Voilà. Donc il y a une évaporation de 35 millions. De quelques 40 millions, Ils sont passés dont, où, selon les taux des primes à 16%, ça représente 6,5 millions à peu près de moins des primes qu'on pourrait éventuellement recevoir du gouvernement. D'accord? La différence entre l'investissement total et l'investissement primable correspond au prix du foncier et correspond à certaines dépenses engagées avant la date pas des signatures, la date d'application de la convention d'investissement. Est-ce que ça, c'est important, Diego Lascano, est-ce que c'était quelque chose que vous aviez prévu? C'est-à-dire se dire Alors, effectivement, entre la date de validation de la convention, où vous avez le feu vert de la convention, et ce qui s'est passé, les jours, les semaines, voire les mois qui ont précédé, qui ont, si j'ai bien compris en tout cas. Justement, bon, c'est pas quelque chose qu'on avait prévu, d'accord. Il faut savoir que normalement, lorsqu'on rentre dans un investissement, la première des choses, c'est l'acquisition du terrain. Dans notre cas, c'était c'est l'acquisition du terrain. Une fois que tu as acquis le terrain, tu valides le projet, tu obtiens l'autorisation de construction, etc. Bon, il y a certaines étapes qui s'écoulent avant que la date de fait de la convention d'investissement soit fixée. Et donc, la charte d'investissement prévoit, ou en tout cas, c'est notre cas, prévoit que toute dépense engagée avant la date d'effet de la convention ne rentre pas dans les montants primables. Donc, bon, je citais ici, voilà, en chiffre rapidement, ce qui représente dans notre cas. Et donc, c'est quelque chose aussi que doit être revu, d'accord, parce que tout investisseur, voilà, la première ou une des premières étapes, c'est l'acquisition du foncier et le fait que ces fonciers soient déduits, on va dire, ou soient pas appliqués. Voilà, il est très pénalisant. Juste une dernière petite question, Didier Lascano. C'est-à-dire le délai imparti entre lorsque vous avez accédé au foncier et lorsqu'on vous a dit, vous avez obtenu le feu vert, entre guillemets, pour, au travers de la validation de la convention d'investissement. Il y a combien de jours, combien de semaines, voire des mois qui sont écoulés? On a constitué la société fin 2022. On a acquis les terrains en fin 2023. Et la prise d'effet, la date d'effet de la convention était environ en juillet 2024. D'accord? On avait préparé le dossier durant le premier semestre 2024. Une commission devait se tenir pour que ce projet d'investissement soit validé. Et voilà, cette commission est passée en juillet, début juillet 2024. Donc il y a eu 16 mois à peu près de délai, c'est ça? Voilà, 16 mois. 6 mois. Oui, entre l'acquisition du terrain et la date d'effet de la convention, on va dire 8 mois à peu près. Et après la date de signature, bon, je ne parle pas de la date de signature, c'était décembre 2024. Mais la signature effective, et ça c'est un point qui a été, je crois, corrigé, amélioré, et comme notre convention d'investissement devait se signer dans tous les ministères à Rabat, bon, ça a pris 3 à 4 mois à ce qu'on reçoit la convention signée. À Tanger. À Tanger pour pouvoir la signer nous. Mais bon, effectivement, la prise d'effet de la convention
est fixé, pour notre cas, en juillet 2024. Les Oui. délais sont longs, d'accord? Mais au-delà des délais, c'est surtout que, voilà, il faut prévoir que le foncier et toutes les dépenses engagées avant la prise d'effet de la convention puissent être inclus. Parce que ça va de soi que tout investissement commence par une acquisition du foncier et cet investissement doit être aussi primable. Juste dernière question, on va donner la parole de redonner la parole à Hicham Mler. Simplement, ce qu'on disait précédemment dans la nouvelle charte d'investissement, ce que disait d'ailleurs Hicham Mler et également Anes Moutaoukil, c'est qu'il y a, Amin Halti d'ailleurs le disait également, c'est l'immobilier logistique qui a été priorisé en termes de dispositifs d'accompagnement, subvention, aide financière de l'État. Vous, dans votre cas précis, est-ce que c'était que de l'immobilier logistique qui était votre demande et votre attente conditionnée par l'investissement, ou vous étiez aussi en attente d'avoir aussi de la subvention à l'investissement pour des camions ou des chariots élévateurs? Parmi les différents volets qui ont été validés dans les programmes d'investissement primables, il y a un volet de matériel transport. D'accord? Donc, quand je vous entends dire que les tracteurs, on va dire les matériels roulants, ne rentrent pas dans la charte d'investissement, nous, dans notre cas, il y a un volet significatif de 6 millions dirhams dont la rubrique c'est matériel transport. Et ce matériel transport, il y a des camions, il y a les chariots élévateurs, c'est ça? il devrait y avoir, oui. Non, il devrait, ou vous avez... Non, vous... les chariots, on les a acquéris. Ah, ok. Mais les camions, on est en Centre-France, nos camions on va dire, l'investissement sur les camions, c'est fait par l'autre filiale qui est en territoire assujetti. Donc, mais je disais tout à l'heure, on a un nouveau, prochainement, on aura un nouvel investissement, cette fois en territoire assujetti, lesquels investissements, on prévoit qu'une partie importante puisse être aussi l'acquisition des camions, parce que c'est un projet qui va faire remonter notre activité, qui va nécessiter du matériel roulant. Ces matériels roulants doivent être considérés à part égale comme d'autres, comme un bien d'investissement, un moyen de production pour un transporteur, pour un logisticien. Et donc, voilà, voilà, c'est un sujet que, voilà, qui aujourd'hui, c'est sur la table. J'apprends que, il y a cette volonté de avancer vers une éventuelle application aussi de en tout cas, ces un matériels élargissement. roulants. Mais est-ce que ça veut dire que le deuxième investissement que vous avez prévu au niveau du groupe Kalzina Caraïbes Maghreb va être conditionné par l'introduction de la subvention sur du camion ou sur du chariot élévateur, ou pas du tout? Non. Ah, je pose la question, je sais pas. Non, il n'est pas conditionné. Il est vrai que, bien sûr, l'expérience qu'on a, l'expérience, le vécu, et avec l'investissement en Centre-France et cette prime qui est assez conséquente ou importante, bien sûr, elle a bénéficié à la prise de décision sur une nouvelle acquisition, un nouvel investissement. Et effectivement, ça va de soi que c'est positif. Nous, on a accédé à 16% sur le montant de l'investissement primable qui représente à peu près 12%, donc on baisse de 16 à 12% par rapport à l'investissement total. Donc voilà, c'est vrai que c'est positif, c'est bénéfique et ça attire, et ça incentive aussi l'investissement. Hicham Mler, qui lui, quand vous entendez ça, effectivement, sur les... oui, allez-y, effectivement, on va l'accueillir avec les applaudissements. Madame Nihal Azouz, directrice par intérim de la direction de l'investissement et du climat des affaires, je vous en prie. On ne dira pas que vous avez des problèmes de logistique ou des problèmes de transport. Hein. C'est simplement pour pas être mis en défaut. C'est pour d'autres raisons. En fait, c'est des horaires qui n'ont pas forcément été bien matchés. Mais simplement, Hicham Mler, sur ce que vient de dire Diego Lascano, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, en tant qu'opérateur dans le secteur, président de la commission logistique et foncier, de se dire, voilà, il y a l'immobilier logistique a été priorisé. Nous, voilà ce que nous avons mis en place et ce que nous avons mobilisé comme investissement. Ça ne nous a pas empêché, nous, d'avoir une petite partie qui soit dédiée aussi à l'investissement via la subvention du matériel roulant. Donc voilà, est-ce que ça vous inspire des choses? Non, tout d'abord, j'aimerais revenir sur
sur l'histoire de notre métier, du transport, des différents projets qui se sont passés. On a commencé, je pense, en 2007-2008, à penser à la stratégie logistique nationale. Ce qui a abouti à une signature de la charte du projet et de la charte logistique. Il y a une étude de McKinsey qui a coûté des millions de dirhams. On a eu ce projet signé devant Sa Majesté et ce projet est articulé sur 5 axes. Et l'un des axes, c'est l'émergence d'acteurs compétents et compétitifs, d'acteurs de transport. Donc aujourd'hui, de 2010 à 2026, qu'est-ce qu'on a fait pour l'émergence de ces acteurs? Est-ce qu'on a aujourd'hui des champions nationaux? Est-ce qu'on a eu des gens qui ont des petites flottes, qui ont progressé et qui sont partis à l'international? Est-ce qu'on a des multinationales dans le transport, des Marocains qui sont... Aujourd'hui, est-ce qu'on a eu ça? Sachant qu'on est un pays où nous avons énormément investi dans les infrastructures portuaires, aéroportuaires. Donc aujourd'hui, et on est un pays proche de l'Europe, donc normalement, on devrait avoir des acteurs logistiques d'ordre mondial, marocains. Est-ce qu'on en a? Je pose la question. Donc aujourd'hui, il faut voir ça. Donc quand on arrive à la charte d'investissement et on voit que le matériel roulant a été exclu, ça veut dire que le secteur de transport n'est pas prioritaire. On ne tient pas compte de ce secteur. Maintenant, si je dois revenir à l'investissement de mon confrère de Calcina, je ne sais pas, je ne connais pas comment a été porté l'investissement, mais d'après ma compréhension, on finance les loyers. C'est ça, sur la charte. Si on finance les loyers, c'est, je crois, sur 7 ans de loyer, c'est ça? Donc, je ne comprends pas, à moi, d'avoir des loyers exorbitants, comment on va passer sur 7 ans de loyer à dépasser les 50 millions de dirhams? Comment on va porter l'investissement à plus de 50 millions, à 100, à 150 sur des loyers? Sauf si on inclut la partie construction. Oui, mais la partie construction, elle est portée par des immobilières. Aujourd'hui, on n'est plus dans un logisticien qui va construire, qui va... Non, aujourd'hui, on est dans l'ère de l'externalisation. Il y a des promoteurs qui viennent, qui mettent des entrepôts et qui louent à des logisticiens. Nous, concrètement, on a acquéri les terrains et on a construit l'entrepôt logistique. Oui, mais ce n'est pas le modèle. On va pas changer les modèles qui sont dans le monde, qui sont faits dans le monde pour la charte d'investissement, pour bénéficier de la charte d'investissement. N'inversons pas le sujet. Aujourd'hui, pour une entreprise de logistique, elle doit trouver l'immobilier, le louer et faire son travail. Vous êtes bien d'accord avec moi là-dessus? On ne va pas, parce que moi, je suis logisticien, et pour bénéficier de la charte, je vais aller faire le travail du promoteur immobilier et qui loue des surfaces. On est bien d'accord. Donc, soyons logiques, repensons cette charte. Nous avons à la CGM adressé à plusieurs reprises des courriers au ministère. Nous attendons une réponse. Ça, c'est le premier volet. Je voudrais revenir sur un sujet qui est important. En plus, ce qui est important, c'est que le climat de confiance entre les acteurs et le ministère. Et quand la charte a été présentée à la CGM, aux différents acteurs et dont acteurs logistiques, à aucun moment, on a dit le matériel roulant est exclu. À aucun moment. Donc, il y a des gens qui sont partis voir les CRI, qui ont travaillé avec eux, qui ont présenté le programme qui a été validé, qui sont partis au ministère signer le MOU avec le ministre, avec la signature de monsieur le ministre, où il y a le matériel roulant compris dans les factures, dans l'environnement. Et il y a même des gens qui ont fait des commandes de camions.
Et à un moment, ils reviennent, on leur dit non, 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 finalement, le matériel roulant n'est pas compris. Donc ça, c'est un point, vraiment, il faut être clair dès le départ sur la communication, pour qu'il y ait vraiment une confiance mutuelle entre les acteurs et le ministère. Merci. Eh bien, ça tombe bien, puisque Nihal Hazouz nous a rejoint avec le sourire. Elle va prendre d'ailleurs le micro. Directrice par intérim, je le rappelle, de la direction de l'investissement et du climat des affaires au ministère de C'est l'investissement. juste de la direction de l'investissement. Déjà, bonjour. Et Bonjour. Je m'excuse pour le retard. Vous J'avais des vous rapprochez contraintes. du micro, s'il vous plaît, D'accord. merci. Je m'excuse, j'avais des contraintes logistiques, mais j'ai réussi à arriver aujourd'hui. Et merci à vous. Par rapport, dans le vif du sujet, on a démarré ce panel, cette discussion, cet échange et ce débat sur le fait que l'immobilier logistique en fait a été priorisé au détriment de tout ce qui est roulant, c'est-à-dire à la fois les camions et à la fois les chariots élévateurs. Et Hicham Meller, en tant que président de la commission logistique et foncière à la CGM, il dit je ne comprends pas, d'autant plus que ce n'était pas forcément prévu. Et on a découvert ça et on ne comprend pas trop la motivation. Alors, je ne sais pas si vous avez peut-être une réaction là-dessus par rapport à tout ce qui a pu être, ce qui a été dit entre autres là-dessus. Alors, déjà, d'abord, je suis très heureuse de faire partie de ce comité aujourd'hui pour cette table ronde. Mais avant de commencer de parler de matériel roulant qui n'existe plus ou qui a été exclu par rapport au CAPEX éligible, peut-être voyons cette charte, qu'est-ce qu'il donne au secteur logistique. Alors, j'avais prévu une petite présentation qu'on a échangée. Je ne sais pas est-ce qu'on peut la partager ou pas, mais globalement... Partagez simplement, mais simplement, je vous demanderai, s'il vous plaît, Nihal Hazouz, de parler le plus près possible du micro. Ah, d'accord. Comme ça, tout le monde pourra vous entendre. Parce que mais après, allez-y, si vous pouvez lire les indicateurs chiffrés, faire déjà un bilan, c'est toujours pertinent. D'accord. Ce que je voulais dire, c'est que la charte est un signal fort pour la logistique. Et pour commencer, il faut vraiment remonter aux origines. La charte s'inscrit déjà dans une vision portée au plus haut niveau. Pour les différents discours royaux, l'investissement productif est placé au cœur de la transformation économique du royaume, avec un objectif clair qui est renforcer l'attractivité des différents secteurs à fort potentiel, notamment logistique, car comme vous savez, aujourd'hui, la logistique, c'est plus un secteur de soutien, mais un secteur stratégique pour la compétitivité du Maroc. Alors, cette charte, pour une première fois, a vu le potentiel du secteur logistique et l'a fait comme un secteur prioritaire avec une prime sectorielle dédiée qui est à l'ordre du 5%. Et ça, c'est nouveau. Et ça ne fonctionne pas tout seul. On a aussi un cumul avec les primes territoriales qui peut arriver à 15%. Pas que ça, on a aussi des primes pour l'emploi, le genre, la durabilité et les autres. Et puis, on peut atteindre 30% du CAPEX éligible. Et les chiffres sont là. Alors, sur les décennies, on a un bilan plus ou moins positif, qui est 7 projets approuvés, avec un CAPEX de 1,1 milliard de dirhams et la création de plus de 1600 emplois. Je voulais juste revenir par rapport au plan de l'exclusion du matériel roulant. La charte est entrée en vigueur en 2023. C'est une nouvelle charte qui est entrée en vigueur et les nouveaux textes ont été faits en concertation avec l'ensemble de l'écosystème de l'investissement. L'exclusion du matériel roulant, c'est quelque chose qui n'est pas encore acté. C'est tellement important, je vais vous redemander de vous rapprocher simplement du micro. Ça veut dire que l'exclusion aujourd'hui du matériel roulant, n'est pas actée officiellement. Non, elle a été dite au niveau de la Commission nationale d'investissement. C'est une décision, c'est une commission souveraine. C'est elle qui émet les directives concernant les projets. Mais ça n'exclut pas le secteur logistique dans son globalité. Quand on parle de secteur logistique, il y a différents types de projets. Je ne suis pas vraiment l'expert dans les projets logistiques, mais juste par rapport au CAPEX éligible. Il reste tout le reste excusez-moi, il y a les plateformes logistiques, les entrepôts, le stockage. Certes, la flotte est quelque chose d'important,
Mais pour ce genre de projet, il y a une autre partie qui reste aussi importante par rapport à l'investissement. Est-ce que ça veut dire, non, mais de toute façon c'est toujours intéressant, est-ce que ça veut dire, Nihal Azouz, qu'en fait ce qui a été priorisé, je pense qu'il n'y a pas de mal là-dessus à ce niveau-là, si c'est clairement dit, c'est que c'est l'immobilier logistique, les entrepôts, l'entreposage qui a été priorisé en matière, au niveau de la nouvelle charte d'investissement, et que peut-être dans un second temps où tout ce qui est matériel roulant sera inclus. La charte d'investissement a une philosophie claire, c'est-à-dire promouvoir l'investissement productif avec un système d'incitation financière, mais aussi douanière et fiscale. Quand on parle d'un projet dans sa globalité, et bien sûr pour la logistique c'est de même, il y a différents types de projets. On n'a pas que les projets basés sur une flotte, mais il y a d'autres types pour le secteur logistique. Quand on voit les différents types les primes, il y a des primes qui couvrent nombreuses volets. Il y a ce qui est en relation avec l'emploi, ce qui est en relation avec la localisation, avec la durabilité. C'est-à-dire, les primes ne visent pas que l'immobilier. C'est la nature du projet qui détermine Est-ce que le volume d'investissement consenti est un indicateur important? C'est-à-dire le volume d'investissement. Quand on annonce des investissements, je vois Diego Lascano disait c'est 150 millions de dirhams, ça veut dire un peu plus de 15 millions d'euros qui ont été investis. Est-ce que le volume d'investissement est un indicateur? Ce sont des critères d'éligibilité par rapport à la charte d'investissement. Alors, la charte d'investissement prévoit différents dispositifs selon les typologies des projets. On a le dispositif principal qui est pour les projets dans le CAPEX et entre 50 millions de dirhams avec la création de 50 emplois ou bien la création de 150 emplois. Et ça, pour répondre aux questions par rapport qui m'ont été données, quels sont les projets éligibles? On a fait un petit peu par rapport à ce qu'on a. Et il y a différents types de projets qui peuvent entrer dans cette catégorie. On a les plateformes logistiques et entrepôts. On a les centres d'entreposage et parcs et les capacités de stockage et les infrastructures logistiques. Aussi, par rapport aux dispositifs stratégiques qui sont pour les projets qui sont un petit peu plus structurants. Les projets stratégiques dans le CAPEX, est supérieur à 2 milliards de dirhams. Et pour la logistique, on a de grands hubs et des plateformes multimodales et des chaînes d'approvisionnement assez stratégiques. Là, aujourd'hui, certes, le matériel roulant fait partie, mais je ne pense pas que c'est uniquement pour les projets, les hubs et les plateformes multimodales. Il n'y a pas que cette composante, les camions et la flotte roulante. Et pour continuer par rapport aux différents dispositifs, on a pour les stratégiques, ce sont des avantages négociés qui, au cas par cas, avec le ministère, l'AMDI, et ils vont être instruits par la CENI. Ce que je veux attirer l'attention, aujourd'hui, dans le cadre de la décentralisation, la territorialisation, avec ce que la charte aujourd'hui peut apporter, les projets qui sont logistiques ou autres, qui sont le dispositif principal, qui sont inférieurs à 200 millions de dirhams, et pour tout ce qui est dispositif TPME, sont logés au niveau de la région. Depuis le début du processus jusqu'à la fin, et même les conventions sont signées au niveau de la région. Ça veut dire que le pilotage, la gouvernance et le pilotage et l'accompagnement se fait au niveau territorial et au niveau régional, c'est ça? À l'échelon régional? Oui, pour les projets dont le CAPEX est inférieur à 250 millions de dirhams pour le dispositif principal, ainsi à tous les projets des TPME, c'est-à-dire entre 1 et 50 millions de dirhams avec un chiffre d'affaires en 1 et 200 millions de dirhams. Anas Moutawakil et ensuite Amin Harsi. Anas Moutawakil par rapport à... C'est vrai qu'il y a ces dispositifs, cet éclairage qui nous a été donné par Nihal Azouz sur c'est l'immobilier logistique qui n'est pas une priorité. Pas de problème de logistique, oui. Mais si c'est un problème logistique ou c'est un problème de micro, non? C'est un problème logistique ou un problème de micro? Le micro est réglé. On va... Parce qu'elle nous a développé Madame Nihal Azouz sur les demandes aujourd'hui, c'est-à-dire que ces demandes de primes à l'investissement, pour qu'elles soient recevables,
et qu'ils connaissent une suite favorable, ils ne regardent pas que la flotte, pas que le camion, pas que le chariot élévateur. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous? Encore une fois, je remercie Néal pour en tout cas les explications. Et je reviens, c'est ce que je disais, c'est-à-dire la logistique est un métier qui est intégré, où il y a plusieurs composantes. Et donc dans la composante immobilière, il y a quoi? Il y a un entrepôt et le racking dans le langage de la logistique pour pouvoir mettre les palettes, et puis les chariots. Et donc ça, c'est cette partie de la logistique, on va dire ça, l'entreposage est éligible. Donc je confirme que cette partie est éligible et que sur cette partie-là, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème, la charte supporte le programme. Par contre, sur ça, si on veut parler de points d'amélioration, je reviens sur le point, par exemple, il y a un ratio d'emploi. Un ratio d'emploi, mais là, j'ai l'impression on s'est inspiré de l'industrie pour faire ce programme d'éligibilité pour la logistique. La logistique a des capex qui sont élevés, mais avec un ratio d'emploi qui est moins élevé que celui de l'industrie. On le sait parce qu'aujourd'hui, dans un entrepôt, dans un espace de 10 000 m², quand il est industriel, il va probablement employer 2-3 fois plus de personnes que dans un espace logistique. Donc sur ce ratio-là, c'est-à-dire que ça n'a pas été vu avec une vue logistique, mais plutôt avec une vue industrielle. Donc du coup, le ratio d'emploi, on est sur le seuil minimum, sinon on est à 0. On est juste sur le seuil qui nous permet d'être éligible, mais il n'y a pas de prime pour aller vers les 10-15% supplémentaires. La deuxième partie sur la logistique, et ça concerne même le transport, c'est la vitesse. La vitesse est importante. Aujourd'hui, dans la logistique, il est important de, bien sûr, trouver des clients pour remplir les entrepôts et sous-traiter leur logistique. Mais entre le moment où on a un contrat avec un client et le moment où il faut le mettre en œuvre, il faut qu'on soit entre 6 et 12 mois, le délai maximum. C'est pour ça que tout à l'heure, c'était intéressant de voir aussi le cas de Tanger pour voir qu'est-ce qui était dans les délais. Aujourd'hui, si on a un investissement imminent parce qu'on a un projet, un client qui vient s'installer, qui a besoin de logistique, et si on veut bénéficier de la charte, il faudrait qu'on puisse quasiment rien faire avant d'avoir un accord, on va dire, des différentes parties prenantes pour qu'on puisse signer et ensuite engager que ces dépenses-là soient considérées dans la charte. Donc il y a une notion de vitesse aussi qui doit être prise en considération. Et puis bien sûr, il y a une notion aussi de remboursement par la suite parce que il y a beaucoup de projets. Nous, on espère, comme nos amis tangérois, c'est-à-dire on a beaucoup de projets dans le pipe, mais au fait, c'est-à-dire si on doit attendre à chaque fois qu'on puisse avoir tout le process avant d'engager, on va faire les choses 2 fois moins vite que si on devait le faire nous-mêmes. La même chose pour le transport. Par exemple, le transport, ce que je comprends, c'est que c'est gris. C'est gris. C'est ni blanc ni noir. Le transport, il n'est pas exclu, mais il n'est pas inclus. Mais aujourd'hui, on est en train d'investir sur une flotte de transport. Donc aujourd'hui, peut-être que la bonne nouvelle sortira dans 3 mois, 6 mois, mais sauf que tout ce qu'on a investi ne sera pas concerné, parce qu'on aura déjà engagé les dépenses avant d'avoir l'accord. Donc voilà, moi je pense qu'il y a des efforts qui sont faits de la part des parties prenantes et on les remercie parce qu'ils se rapprochent du métier de la logistique et ils essaient de comprendre les contraintes, mais on n'est pas encore très synchro. Et effectivement, je pense qu'on gagnerait en célérité, on gagnerait à inclure le transport parce que le transport est important et quelque chose de très coûteux. Et puis, comme disait Hicham, c'est-à-dire c'est dans une perspective globale. Je pense qu'il ne faudrait pas qu'on ait aussi peur de développer des champions nationaux dans les différents métiers, y compris dans le transport. On a toujours ce fardeau d'informel sur le transport aujourd'hui parce que le transport est très atomisé. On a beaucoup de petites entreprises de transport de camions qui sont sur un âge moyen des camions très élevé. On est sur 15, 16, 20 ans d'âge de camion, sur un service qui est très bas, sur une productivité qui est très très basse, c'est-à-dire que le kilométrage qui est fait par les transporteurs marocains est la moitié que ça doit être fait. Donc du coup, ça c'est des choses qui tirent l'économie ou la compétitivité de la logistique vers le bas. Mais on ne sent pas qu'il y a encore, on va dire, ce courage national collectif de se dire on va
aider les entreprises structurées à investir, à développer une flotte, à se digitaliser, mais que ça soit un package global. Ce qu'on a vu sur la partie Maroc Supply Chain, oui, on aide les entreprises à financer des programmes de digitalisation, de suivi des camions, mais sur les camions eux-mêmes, qui sont en face de nous encore une fois, ben, pour l'instant, c'est pas encore ni gris ni noir, ni blanc ni noir. Mais plutôt gris. Hein, Ouais, gris. Reste à savoir si c'est gris clair ou gris foncé. En tout Ouais. cas, ça, c'est quand on dilue le Le noir ton avec de- le blanc. Amin Harti, sur ces enjeux, vous êtes sur un territoire, en l'occurrence la région de Tanger, Tétouan, Al-Housima, par rapport à ce qui a pu être dit aussi. Est-ce que c'est un véritable défi? Les délais, c'est-à-dire capter de l'investissement, mais faire en sorte aussi que cet investissement soit le matérialisé le plus rapidement possible. Merci, c'est Rachid pour cette question. Mais avant d'y répondre, je veux revenir, c'est par rapport à ce qui a été dit auparavant. Je pense, Madame la directrice par intérim a donné pas mal d'éclaircissements par rapport à la charte d'investissement et sa consistance, mais par rapport au volet technique, pratique, par rapport à ce qui était dit pour le cas de Cassina Carré, il faut savoir une chose, qu'aujourd'hui, la charte d'investissement, par rapport à le principe derrière, c'est d'abord la création d'emplois pour les projets productifs. Donc, pour un projet, donc je réponds là à la frustration de le fil de Vapor Express par rapport à la non bénéfice, que le projet de logistique ne bénéficie pas de la prime emploi. Pardon, j'ai pas très bien compris ce que vous avez. Comment? Si vous parlez un peu moins vite et plus près du micro, parce que j'ai pas bien saisi ce que vous avez dit. C'est la frustration de ces prix par rapport à la non-bénéficiation de la logistique par rapport à la prime d'emploi, ou peut-être il bénéficie d'un minimum de taux par rapport à la prime d'emploi. C'est parce que l'esprit de la charte il est venu comme ça. C'est par rapport à encourager la création d'emplois, puisque le Maroc est une population jeune. D'ailleurs, seulement la région est présente 70% de la population qui est inférieure à 44 ans. Donc, on veut encourager l'emploi. Et par contre, au niveau c'est la même de priorité logistique- établie. C'est intéressant ce que vous dites là. Est-ce que c'est la priorité qui est établie? Est-ce qu'on parlait de synchronisation? Je crois que c'est Anes Moutawakil. Est-ce que c'est la création de richesses, capter le plus d'investissements possible par territoire? Ou est-ce que c'est d'abord le premier indicateur, la création d'emplois? Parce que dans C'est les les discours deux. publics, C'est un équilibre. mais prioritairement, est-ce que c'est d'abord? Parce que l'emploi ne se crée que s'il y a de l'investissement qui a été investi. On est bien Effectivement, d'accord. c'est un équilibre qu'on est en train de créer. Je sais que c'est un équilibre très difficile, mais on va avec. C'est vrai, un entrepôt qui va recruter 4 personnes, mais derrière aussi, peut-être il y a des chauffeurs, il y a des agents de nettoyage, il y a donc et c'est là on encourage les entreprises à faire des métiers en interne direct et non pas de sous-traiter pour des sociétés par exemple de nettoyage, de sécurité, ainsi de suite. Donc à vrai dire, c'est un business plan, c'est un montage financier que l'entreprise doit faire avant de déposer son dossier pour la charte. Ça d'une part. D'autre part, le deuxième principe de la charte, c'est le non-double subvention. Ce que je veux dire par ça? Pour le cas du terrain de Cassina Carré, c'est un terrain qui se trouve dans une zone d'accélération industrielle, qui à la base, c'est un terrain subventionné par l'État pour qu'il soit cédé à un prix compétitif. Donc, la subvention de la charte ne peut pas se rajouter à la subvention initiale pour réduire davantage ce prix de terrain. Donc, il est exclu automatiquement de la charte. Par contre, si c'était un terrain privé qu'il a acheté d'un propriétaire privé, il allait être intégré dans le calcul du CAPEX imprimable. Ça, deuxième des choses. La troisième des choses, par rapport au délai, là, je reviens à la question. Effectivement, nous aussi, au niveau du CRI, on essaye de communiquer, d'expliquer davantage aux investisseurs, déjà de faire vite, et de ne pas commencer l'investissement jusqu'à au moins avoir l'aval de la Commission régionale unifiée d'investissement. Cette dernière, au niveau de la région Tanger-Housima, je pense que c'est le cas de tout le royaume aujourd'hui, il est tenu chaque semaine, et les délais de traitement, c'est au niveau du CRI Tanger, c'est 7 jours. 7 jours. 7 jours. Une fois le dossier est complet, sachant que les équipes du CRI accompagnent les porteurs de projets pour l'accomplissement et la complétude de dossier. Et dans 7 jours, une fois le dossier complet, il est approuvé. Et la date d'effet de la convention peut commencer à partir de la date d'approbation de la CRUI. Avant, comme l'a dit
Madame la directrice par intérim, les conventions se signaient à l'échelle centrale pour les montants qui sont supérieurs à 250 millions de dirhams. Donc il fallait un deuxième passage au avis de la MDI pour une commission technique et avant la signature par la commission nationale. Donc ce qui faisait que les délais sont un peu longs. Aujourd'hui, avec la promulgation de la loi 2224 qui modifie et complète la loi 47 sur les CRI, ces projets qui sont inférieurs de 150 milliards, ils sont signés au niveau régional et par conséquent, ces délais, aujourd'hui, au niveau de Tanger, c'est 50 jours entre la date d'approbation de la CRUI et la date de signature, sachant que la date d'effet commence à partir de la date de CRUI. Donc ce problème d'investissement, de retard est aujourd'hui exclu. C'est intéressant parce que, non, simplement gardez simplement le micro. Je voulais juste Amine Hatti parce que c'est intéressant déjà, de préciser aujourd'hui que c'est à l'échelon régional que la prise de décision se fait, avec la durée de traitement qui a été raccourcie. Vous avez dit 7 jours, voire 50 jours max dans le circuit global. Il y a quelques semaines, il y a une nouvelle génération de programmes de développement territoriaux intégrés qui ont été annoncés, qui sont en cours de déploiement, je crois, avec des expériences pilotes, ce qui vient dans la continuité de ce qu'avait exprimé la plus haute autorité de l'État au mois d'octobre dernier. Est-ce que là-dessus, l'enjeu et la question de l'investissement est pris en considération ou pas? Parce que je rappelle que la nouvelle génération de programmes de développement intégré, c'est le ministère de l'Intérieur qui en assure la gouvernance. Est-ce que la partie investissement, elle est inclue ou exclue? Bien sûr, la notion d'investissement, elle est inclue de notre vision. C'est parce qu'aujourd'hui, la PTI, c'est 4 axes. Parmi ces axes, il y a l'emploi. Qui dit emploi, dit investissement. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça, et ça rejoint l'esprit de la charte pour primer la création d'emplois. Et le CRI, il est plein dedans. Dans la préparation au niveau régional du plan de développement territorial intégré de la région Tanger-Husma, on est plein dedans pour donner notre vision, donner nos propositions. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est un acteur pour faire des propositions à l'échelle régionale, mais à l'échelle centrale, par rapport à ce qui se passe, par rapport aux tendances, par rapport au retour d'expérience des investisseurs. Je veux revenir sur un autre point, par rapport à tout à l'heure à ce qu'il a dit Hicham, par rapport à la prime, à la location ou bien à tout ce qui est immobilier. Effectivement, aujourd'hui, la charte, comme je l'ai dit, c'est une charte qui est, pour moi, elle est innovatrice dans la mesure où elle est ouverte et très flexible. Donc aujourd'hui, la charte, il peut financer l'acquisition d'un terrain nu, la construction de ce terrain pour la logistique. Mais aussi, il peut financer la location pendant 5 ans d'un terrain nu avec la possibilité de construire. Et il peut financer la location d'un bâtiment clé en main pendant 5 ans. Donc ça, c'est une précision que je dois porter. Et là, le porteur de projet ou bien l'investisseur, il va se retrouver, s'il achète, il construit, il va se retrouver généralement dans le dispositif principal, les plus de 50 millions de dirhams. S'il loue seulement et il aménage, il va se retrouver dans le dispositif TPME et par conséquent, il va bénéficier du dispositif TPME. Et pour les deux dispositifs, minimum, l'investisseur, il peut avoir, pour les dispositifs principaux, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a les 5% pour la logistique, mais il y a aussi 10% ou 15% par rapport au territoire. Donc un projet, par exemple, à Tétouan, qui est à 1 heure de route de Tanger, même distance que Tanger, il peut bénéficier minimum de ces 15%, abstraction faite du monde de la prime à l'emploi et la prime genre. Donc ce qui peut arriver à 21% pour Tétouan. Pour la prime TPME, 10% pour la logistique, 10% pour le territoire, c'est 20%. Abstraction faite de la prime à l'emploi. Je crois que Nihal Azouz voulait apporter un complément et ensuite je donnerai la parole à Diego, qui est impatient de prendre la parole d'ailleurs. Allez-y Nihal. Je voulais juste revenir et rebondir par rapport à la notion de l'investissement productif. Comme j'ai dit au début de mon intervention, l'investissement et la vision de l'investissement est portée à haut niveau. Aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est qu'on a des objectifs clairs et chiffrés. Pour l'investissement, on doit mobiliser 500 milliards de dirhams sur les 5 ans. 550 milliards de dirhams. 550 milliards de dirhams. Et la création, ça se conjugue.
Ce sont des indicateurs importants. Et d'ailleurs, nous, au ministère, on a un chantier structurant très important qui est l'Observatoire national d'investissement. Je pense que vous avez entendu parler de ça. Et parmi les choses qu'on fait, et les deux indicateurs les plus importants sur lesquels on travaille, c'est ces deux indicateurs. Alors, le volume d'investissement privé et l'emploi que crée cet investissement. D'où l'importance aujourd'hui de l'emploi, cet emploi productrice. Et comme mon collègue l'a signalé, c'est pour pousser toutes ces entreprises à créer de l'emploi qui est en relation avec ce secteur. Alors, l'autre idée, c'est par rapport au climat des affaires. Certes que le dispositif, ce dispositif, la charte d'investissement, donne des Allez-y, allez-y. Recharge en eau énergétique. Certes que la charte prévoit des incitations financières, douanières, ainsi de suite, mais au-delà de là, la charte d'investissement s'inscrit dans une réforme plus large, surtout par rapport au climat des affaires. Alors, les primes, bien sûr, sont lisibles, ils sont là et tout, mais on a une feuille de route climat des affaires qui s'étend sur 2023-2026 avec plus de 446 initiatives, dont 80% sont lancées et la moitié sont réalisées. Ça, c'est très important pour un investisseur. La réforme du climat des affaires concerne le développement des zones logistiques, la simplification administrative, la digitalisation et accès aux fonciers et le renforcement des compétences. L'idée, c'est construire progressivement un écosystème complet pour les investisseurs, certes logistiques, mais aussi pour l'ensemble des investisseurs. C'est ça l'emploi, c'est-à-dire c'est un package complet. On ne peut pas voir mais vraiment le voir dans sa globalité. Qu'est-ce que l'humain, la charte peut nous rapporter? Merci à vous pour ces précisions, Nihal Azouz. Oui, mais ensuite Diego, parce que je rappelle, il est très impatient de prendre la parole. Juste une petite frustration, je pense si Hicham et mes collègues sont au courant. Aujourd'hui, la charte aussi, pour le dispositif principal supérieur à 50 millions de dirhams, il donne aussi la possibilité d'exonération fiscale à la TVA. Donc les gens achètent leurs équipements hors TVA et aussi sans droit de douane. Donc ce qui fait que 36 mois après, voilà, c'est ça, 36 mois après la date de la première acquisition. Donc, et donc les matériels roulants vont bénéficier de cette exonération. Donc l'investisseur va acheter un camion ou bien un matériel roulant à 20% minimum si on n'est que la TVA, sinon... Hicham Miller n'est pas d'accord, mais il nous dira pourquoi tout à l'heure. Finissez votre propos, mais oui. Ça c'est aussi un avantage. C'est l'avantage. Diego et ensuite Hicham Miller. Bon, je vais bien voilà, comprendre ça. J'espère que effectivement, le matériel roulant sera éligible à cette prime à l'investissement. D'accord. Moi, je voulais réagir rapidement sur l'exposition précédente de M. El Kharti par rapport à l'investissement en foncier, d'accord, d'après ce que j'ai pu comprendre, et les coûts d'acquisition du terrain pourraient rentrer dans la prime d'investissement. Or, sauf voilà, si vous me corrigez, bon, il y a les cas concrets que vous avez cités par rapport à Calcina, parce qu'on avait acquéri les terrains en son franche, etc. Bon, ça je peux comprendre. Mais ce que j'ai compris, c'est que l'investissement qui est primable, c'est concernant les dépenses engagées à partir de la prise d'effet de la convention d'investissement. Donc pour qu'un terrain ou un foncier, les coûts d'un foncier, soient inclus dans l'investissement primable, il faut que ça soit fait après la signature de la convention d'investissement. Parce que, voilà, bon, parce que dans la plupart des cas, voilà, on a une opportunité d'acquisition d'un terrain, on s'élance et par la suite on monte tous les dossiers d'investissement qu'on présente au CRI, qui est validé, il fait l'objet d'une convention d'investissement. Juste un point, si vous permettez, juste le micro a dit Lascano, parce que je voulais...
Parce que très souvent, effectivement, on est confronté à de la rareté au niveau du foncier, notamment du foncier industriel et du foncier logistique. Sur les 155 millions de dirhams que vous avez annoncés au préalable, qui ont été mobilisés pour l'investissement sur de l'immobilier logistique du côté de Tanger, quelle est la part du foncier dans l'investissement qui a été consenti? Qui a été consenti? Oui, sur le foncier, l'acquisition du foncier pour ce que vous avez investi en matière pour les... Zéro. Zéro. Zéro? Ouais. Ouais, on a... Pas éligible. Il n'a pas été éligible. Sur les 150 millions à peu près, à terme, de tout l'investissement total, et voilà, le prix du foncier n'a pas été inclus, donc ce qui a fait baisser de façon significative l'investissement primable de plus de 40 millions. Hicham El là-dessus, parce que vous avez fait manifester un petit point de désaccord. Non. Je crois que tu voulais répondre. Oui, là, en fait, quand un terrain a bénéficié déjà d'une aide de l'État, il ne rentre pas dans le remboursement. Qu'il soit acheté avant ou après, c'est pas le... Mais je réponds par rapport... Bon. Effectivement, j'ai bien compris la question. Allez-y. Donc, aujourd'hui, effectivement, on demande, lorsque un dossier est déposé, on demande un justificatif d'installation. Donc, soit un certificat de propriété, mais vous pouvez présenter aussi une promesse de vente, même pour la location, une promesse de bail. Pas forcément un acte d'achat. Donc, une fois vous aurez l'accord de la CRUI pour la convention, avec cette promesse d'achat, promesse de vente, vous pouvez concrétiser la vente. Sans vouloir trop s'attarder sur le cas concret de Calcina, d'accord, mais concrètement, bon, j'ai bien compris ce que voilà, Hicham m'a éclairci. Voilà, comme c'était un terrain qui avait bénéficié d'une... Qui est en zone offshore déjà. Voilà, une baisse du prix par rapport au marché normal. Il n'a pas été inclus, d'accord, mais dans les prochains investissements pour lesquels on a déjà acquis les terrains il y a quelques mois, je veux savoir si ces coûts d'acquisition du foncier pourraient être primables. Non plus pourquoi. On n'entend pas là, c'est problématique. Justement, ils ont été achetés avant les prises d'effet de la convention d'investissement qui sera signée par la suite, non? C'est exactement ça. Tout prend effet à partir de la convention. Simplement, si vous permettez, aussi, on ne peut pas faire du débat dans le débat. Simplement, juste voilà, je voulais que Hicham El s'exprime là-dessus parce que tout à l'heure il a hoché la tête. Juste une petite précision. Oui, Halazouz. L'idée c'est qu'aujourd'hui le foncier, il est même pour le capex prima, pour un foncier privé, le capex prima, il est à hauteur de 20%. Il est comptabilisé qu'à hauteur de 20%. Et quand on a le prix, on prend 20%, il entre dans le capex prima. Ce n'est pas quelque chose d'énorme par rapport aux investissements. Je posais la question parce que je sais qu'on est confronté très souvent, que ce soit à Casablanca ou ailleurs, et notamment à Tanger aussi, sur la rareté du foncier. Donc je me dis effectivement, cet enjeu du foncier dans l'investissement et dans la capacité à être éligible à une subvention est importante. Oui, Hicham El. Alors, non, il n'y a pas de souci. Vraiment, le débat est très intéressant et c'est normal. Non, je voudrais dire que la TVA, pour moi, c'est juste une question de trésorerie. Elle est récupérée par l'entreprise après, donc c'est pas quelque chose dont bénéficie l'entreprise et c'est pas quelque chose qui est lié à l'investissement. C'est juste la précision que je voulais apporter. Sincèrement, je veux pas qu'on s'écarte de l'essentiel. Aujourd'hui, on est noyé d'informations du 5%. Ça, on le connaît. Tout le monde le connaît. Le fait, c'est pas de combien bénéficie de 5%, 10%, 15% l'investisseur. Aujourd'hui, le débat, est-ce qu'un transporteur est éligible ou pas? Est-ce qu'un logisticien est éligible ou pas? Si on prend le programme d'investissement à plus de 50 millions de dirhams, je précise, le matériel roulant n'est pas compris, donc le transporteur est exclu. À moins que le logisticien bâtisse son entrepôt, ce qui n'est pas son métier et que ce n'est pas la norme. Mondialement, aucun logisticien ne va bâtir des entrepôts, il loue des surfaces pour les exploiter, donc il est exclu. Donc il ne rentre pas dans la catégorie des plus de 50 millions de dirhams. Et pour info, combien avez-vous eu de dossiers à part Calcina? Je sais qu'il y a eu 3 dossiers posés, 2
qui sont en attente parce qu'il y a du matériel roulant, et Calcina parce qu'il a construit son entrepôt. Mais c'est un cas isolé parce que ce n'est pas la norme. Donc aujourd'hui, vous n'aurez dans ce programme d'investissement à plus de 50 millions de dirhams aucun transporteur, aucun logisticien, je le dis et le redis, et ne nous noyons pas dans les autres cas de détails. Excusez-moi, et vous le savez très bien. Donc, je voulais apporter cette précision et merci. Parfait. Est-ce qu'il y a Nihal Azouz, pour conclure, on va prendre une ou deux questions dans la salle. Pourquoi on voit que le matériel roulant? Il y a pas mal de primes prévues dans le cadre de la charte. Il y a pas mal de choses, je le dis, je suis désolée, mais pourquoi on voit que le matériel roulant? Avec une définition d'un projet logistique. Et d'abord, aujourd'hui, il est limité à un projet qui comporte une flotte roulante. C'est ça ce que vous voulez dire, Yak? Non, non. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, si on prend un projet qui doit dépasser les 50 millions de dirhams, d'accord? Le dispositif principal, d'accord? Si on ne construit pas son entrepôt, parce qu'on n'est pas des constructeurs, on n'est pas des promoteurs immobiliers, on ne construit pas l'entrepôt, donc on doit louer. À moins de louer 1 million de mètres carrés, on ne rentrera jamais dans les 50 millions. Si on n'achète pas de matériel de transport pour un transporteur, on ne rentrera jamais dans les 50 millions. Donc, sur le projet 50 millions, il n'y a pas de transporteur, il n'y a pas de logisticien, d'après moi. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'il faut être conscient que pour une entreprise industrielle, l'outil de production, c'est la machine. Pour un transporteur, l'outil de production, c'est le camion. Donc, si on enlève le camion, c'est comme si on enlevait la machine à l'industriel. C'est comme si vous dites, ben, vous avez un projet industriel. Non, finalement, mais il y a d'autres, on vous enlève les machines et vous avez d'autres, vous avez la location, vous avez d'autres primes. Mais on enlève les machines. C'est ça ce que je veux dire. En tout cas, ce que j'ai retenu, c'est que la porte n'était pas forcément fermée. Oui, Anas Moutaoukil et ensuite on va conclure d'ailleurs peut-être là-dessus. Ouais. En tout cas, c'était un débat intéressant. Très animé, très agité. Oui, mais je pense que c'est Hicham, encore une fois, il met le point sur le parcours roulant qui est le transport, qui est important. Et donc c'est pour ça qu'on insiste, on sait que on est ravis que ça soit gris. C'est-à-dire ça va nous donner de l'espoir et ça veut dire qu'on va nous continuer à batailler et à vous demander de le considérer parce qu'on défend notre cause en tant que logisticien. Et d'une façon générale, encore une fois, ce qu'on a dit, on est reconnaissant par rapport au fait qu'il y ait une charte d'investissement, qu'elle inclut une bonne partie de l'investissement qui est engagé par que ce soit les promoteurs logistiques, que ce soit les opérateurs logistiques, et on en bénéficie. Mais sur ça, on demande juste à ce que, peut-être s'il y a de l'amélioration, ce qu'il faut garder en tête, c'est que, ne pas raisonner, un logisticien n'est pas un industriel, donc beaucoup de choses qui sont liées à l'éligibilité, au ratio d'emploi, le ratio du genre, la partie ESG, il y a certaines choses qui sont spécifiques à la logistique et qui sont différentes de l'industrie. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, l'industrie, c'est un cycle long. C'est quand on veut monter une usine, et on l'a vu avec le cas de Calcina, entre le moment où il faut faire les études, le moment où il faut importer les machines et le moment où il faut installer, ça prend un cycle long. La logistique, c'est un cycle plus rapide. C'est-à-dire la logistique, on est capable de faire en 12 mois un entrepôt, et c'est ce qu'on fait nous. Je dis sans prétention, avec beaucoup d'humilité, c'est-à-dire qu'on a construit des entrepôts en 12 mois. Mais par contre, c'est-à-dire que si on veut rentrer dans les contraintes de la charte et si on veut aussi ne rien faire pour que ça soit éligible, on a beaucoup de manques à gagner. Donc on demande aussi à ce que, je suis ravi que tout ce qui est traité au niveau de série est rapide. Maintenant, on a compris que pour les sujets supérieurs à 250 millions, c'est traité au niveau de la MDI, qu'il faut un MOU, que la date des MOU compte, que tout ce qui est dépensé avant le MOU n'est pas dedans. Et ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on veut bénéficier, il faut attendre, et si on va vite, on ne va pas en bénéficier. Donc c'est un vrai sujet. Juste pour vous dire que avec beaucoup d'humilité, on veut aller vite, et on veut aussi que tous les intervenants puissent aussi nous aider à aller dans ce process-là pour pouvoir bénéficier et en tout cas et investir par la suite. Voilà. Merci à vous. Dernier mot, oui, Hicham. Juste un dernier mot. J'aimerais pas être mal compris. Le travail fait
par le ministère de l'Investissement est un travail extraordinaire. La charte, c'est une charte extraordinaire. Ce qui a été mis en place, c'est important pour différents secteurs. Maintenant, moi, je suis sur le secteur du transport et logistique, et sur ce secteur, on enlève l'outil de production, c'est tout. Merci. Merci à vous. Merci, merci à tous. Bon, on peut les applaudir. Hein. Merci Hicham Lar, merci Nihal Azouz qui nous a rejoint en cours, mais elle a respecté son engagement. Merci à Nes Moutchaoukil. Merci également à Emile Al-Harti. Et merci également à Diego qui nous vient aussi de Tanger, Lascano. Merci à vous tous. Merci à vous d'avoir suivi. Et on se retrouve juste après parce que la journée continue et les panels également.